Je vais tout simplement vous dire quelques petites choses au nom des membres du Cercle des économistes et au nom de toute l'équipe qui a organisé ces 17e rencontres. La première des choses, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait 17 ans que nous nous retrouvons. Ça fait 17 ans que, en réalité, à la fois des visages amicaux, des visages passionnés parce que ce qui se passe ici se retrouve, avec cette idée assez simple qui est notre ambition, qui est celle de se dire qu'à Aix-en-Provence, chaque année, il y a un moment magique où quelques milliers de personnes décident de réfléchir à l'avenir du monde, donc c'est un peu prétentieux, à l'avenir de l'Europe et à l'avenir de la France, et que, au fond, nos réflexions ont toujours été intéressantes, suivies des faits. Je ne dis pas que nous avons désigné, fait élire le président actuel, mais je me contente de dire qu'il était là l'année dernière. Deuxième remarque, comme chaque année, nous avons beaucoup de nouveautés et je voulais juste les signaler parce qu'elles ont démarré ce matin et que c'était très intéressant. Ce matin, dans le cadre de ce que nous appelons la parole aux étudiants, nous avons eu 5 masterclass qui étaient absolument exceptionnelles. Donc, tout ça est enregistré. Ça avait démarré par Franck Camas, vous retrouvez la liste, ça s'est terminé par Cédric Villani, c'était exceptionnel sur la qualité de ce qu'est le partage du savoir, la réflexion de l'action, tout ça a été formidable. Cet après-midi, nous aurons en parallèle de ces séances, 2 séances qui sont des séances qui sont indépendantes, mais qui sont néanmoins proches de cet amphi, qui sont des séances des think tanks qui se réunissent et qui débattent à la fois de la France et de l'Europe. Donc je le signale, ça a déjà eu lieu l'année dernière, mais c'est très passionnant. Troisième nouveauté, les étudiants qui, comme vous le savez, nous souhaitons beaucoup associer au fond, dans le cadre de la parole aux étudiants, les étudiants à nos travaux et les 5 dernières sessions des 5 parcours de demain seront présentées à la place de membres du Cercle des économistes par 5 étudiants. Donc c'est un point qui est, je trouve, très novateur et très intéressant. Le même jour, c'est-à-dire samedi, nous avons une délégation de patrons chinois très importante qui sont emmenés par un homme que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Mingpo Kai, qui est le patron de KT Capital et qui, je crois, a environ une 50aine de patrons, notamment de nouvelles technologies chinois. Et il y aura toute une série de sessions, vous l'avez dans votre programme, mais qui seront, j'allais dire, en parallèle des 5 parcours que nous avons, quand je dis nous, que l'équipe programme a monté là pour demain. Enfin, dernier sujet, il y aura comme chaque année une déclaration finale, j'en dirai un mot dans un instant. C'est au fond une partie de ce qui est notre manière de voir les sujets. C'est souvent un consensus qu'il faut atteindre, qui n'est pas facile, mais c'est important. Et à la fin de tout cela, il y aura une remise des prix des 4 meilleures copies des étudiants qui seront remis donc par Bruno Le Maire. Ceci ne signifie pas que Bruno Le Maire sera président de la République l'année prochaine. Alors, je voudrais juste maintenant faire quelques réflexions sur notre thème. Il se trouve que ce thème est un thème qui n'est pas en réalité décidé par les membres du cercle, en tout cas, ça n'est pas exclusivement, mais beaucoup de gens interviennent dès la semaine prochaine, ça va commencer à discuter sur le thème de l'année prochaine. Et cette année, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Nous étions très fiers de ce qui s'était passé l'année précédente. Je vous rappelle que 8 mois avant le Brexit, nous avions choisi le thème de « Dans un monde de turbulences, qu'attend-on d'un pays ?» C'était assez prémonitoire. Donc on a toujours été assez bons et j'espère que ce sera le cas cette année. Donc nous nous réunissons et nous avions décidé de présenter à une dizaine de patrons du CAC 40, il y avait une dizaine de membres du cercle, il y avait une dizaine de membres de l'équipe qui organise toute l'opération. Donc, au nom du cercle, je dis voilà, on a réfléchi à un thème qui pourrait être
à la recherche de nouvelles formes de création de richesse, ce qui pour les économistes a une connotation, j'allais dire, normale. Et à ce moment-là, les 10 patrons du CAC 40 me regardent avec un air meurtri, j'y suis habitué donc il n'y a pas de problème, mais en me disant « mais tu es malade ?» Au moment, je vous rappelle, c'est les patrons du CAC 40, au moment même où nous avons autant d'inégalités dans le monde, comment oses-tu prononcer le mot de création de richesse? Il faut trouver un autre terme et la discussion s'enclenche et à la fin de la discussion, nous décidons tous ensemble d'utiliser le mot de prospérité. Ce qui était un pari difficile. Pourquoi? Parce que le mot de prospérité a été, j'allais dire, employé par beaucoup de femmes et d'hommes de toutes les disciplines. En économie, ça se réfère à Amartya Sen, les capabilities, cette idée au fond des conditions qui permettent à des êtres humains de survivre. Il y a une tradition française qui est née de François Pérou, soigner les hommes, nourrir les hommes, loger les hommes, former les hommes et faire travailler les hommes. Et puis, il y a un livre formidable qui s'appelle « La prospérité de masse » d'Edmund Phelps, qui a eu le prix Nobel, qui est venu plusieurs fois ici, et qui parle beaucoup de l'épanouissement des uns et des hommes au cours de leur vie. Vous voyez que c'est une connotation qui est assez éloignée de ce que les économistes, nous autres les économistes, nous utilisons traditionnellement. Et donc, on s'est lancé dans cette affaire-là avec cette idée qu'au fond, il fallait que ce thème devienne un thème majeur dans les mois qui viennent. Je suis convaincu, à titre personnel, mais je peux me tromper, qu'au moment où le monde est traversé par des tensions, par des extrêmes, par des positions qui sont souvent irrationnelles, ce mot de prospérité, au sens large où nous l'entendons, vous verrez qu'il y a une définition qui a été concoctée par l'équipe du Cercle, eh bien ce terme-là sera un terme qui sera très employé, de la même manière qu'il ne vous a pas échappé que dans les entreprises, on parle beaucoup de bienveillance. Ces mots-là sont des mots qui remettent l'humanisme, l'humain au cœur même de la réflexion des femmes et des hommes, et pour ma part, je ne peux que m'en réjouir. Alors, il fallait le définir. Les mots qui viennent tout de suite à l'esprit, ce sont les mots évidemment de coopération, de liberté, de technologie, d'épanouissement, de formation, enfin tout ce qui, de près ou de loin, permet à un être humain de se développer tout au long de sa vie. Et avec tous ces mots-là, nous avons bâti finalement une définition que je vous donne. Et c'est pour ça que je reprends mon papier, parce qu'elle a été le produit des membres du Cercle des économistes. Elle est, vous verrez, suffisamment large pour que tout le monde soit d'accord, donc il n'y a pas de problème. La prospérité repose sur un contrat social humaniste et durable qui harmonise par des institutions crédibles la nécessité de progrès techniques et économiques d'une part, et de l'autre, la préservation des libertés, des ressources naturelles et de la coopération internationale. Elle doit permettre l'épanouissement tout au long de la vie des capacités des individus. Ça, c'est Edmund Phelps. Et donc, c'est à partir de cette définition, qui, vous voyez, est large, qu'on a bâti ce programme de ces 2 jours et demi. Je ne vais pas le reprendre, vous verrez qu'il est formidable. Ça me permet une fois de plus de remercier tous ceux qui, mais je le ferai par la suite, à la fin, tous ceux qui ont monté ce programme, que je pense que nous n'avons jamais eu un programme de cette qualité-là, mais enfin je dis ça chaque année, donc puis je prends un air de plus en plus sérieux, mais ça c'est l'âge qui vient. Et je voulais simplement dire qu'évidemment, nous ne sommes pas naïfs et que nos institutions, les 3 mots-clés, les institutions, elles ne sont pas très crédibles. Il y a qu'à voir, en politique, on a un problème. Le rêve, ce rêve d'une société qui se fonde beaucoup sur la technologie, on voit bien qu'il a ses propres limites. Et quant à la cohérence et la cohésion des sociétés, c'est plutôt en train de disparaître. Donc, ce sont 3 sujets que nous allons essayer de corriger, en tout cas intellectuellement, et évidemment, ce sera l'objet de ces travaux de 2 jours et demi. Mais pour vous montrer qu'on est quand même d'une honnêteté scrupuleuse, nous avons demandé à un homme très remarquable, qui est au premier rang. De toute façon, ici, il n'y a que des gens remarquables. Donc, un homme très remarquable, qui est Bernard Sananès, qu'on voit souvent sur BFM. Il s'exprime très bien, parce que forcément. Hein. Et il est un analyste des sondages, il a ses propres sondages, et il a analysé, il va le faire en 5 minutes, la perspective, la perception que les Français ont de la prospérité.
Il a l'air souriant, mais il va nous donner de mauvaises nouvelles. Et puis moi, je dirai 2 mots pour vous redonner le moral. Bernard. Merci Jean-Hervé. Bonjour à tous. Effectivement, vous nous avez demandé d'essayer modestement d'éclairer vos travaux. Et si j'espère que les chiffres sont clairs, ils ne sont pas effectivement d'un grand optimisme. Je veux juste en préambule expliquer pourquoi. Parce que ce terrain a été réalisé entre les présidentielles et législatives. Vous le savez, les indicateurs du moral, de la consommation des ménages commencent à s'améliorer. Mais quand on pose des questions sur la prospérité, on touche à des indicateurs, à des situations beaucoup plus chroniques. Et même après l'élection d'un nouveau président de la République, même après l'élan, l'intérêt qu'il y a dans l'opinion, la France n'a pas basculé du jour au lendemain du pessimisme à l'optimisme. Et donc ça explique que certains de ces chiffres que je vais vous présenter restent encore assez négatifs. Un point de méthode simplement. Vous l'avez dans les documents. Nous avons essayé d'isoler, de poser ces questions en isolant les différents interviewés par rapport à leur situation dans les revenus. Et ils pouvaient se positionner sur 4 échelles, je n'y reviendrai pas après, mais vous pourrez voir ces différences et c'est très intéressant. Ceux qui bouclent leur fin de mois et arrivent à mettre de l'argent de côté, ils sont près d'1 sur 5. Ceux qui bouclent leur fin de mois sans trop se restreindre, mais sans rien mettre de côté, ils sont 40%, on parle des Français bien sûr. Ceux qui bouclent leur fin de mois, qui sont obligés de se restreindre et de chercher des revenus complémentaires, ils sont 31%. Ceux qui sont obligés de puiser dans leurs réserves ou qu'on leur prête de l'argent, ils sont 10%. Voilà pour cet aspect un peu méthodologique. Alors, d'abord, quand on a demandé aux Français s'ils vivaient bien ou mal, là, il y a une bonne nouvelle, puisqu'ils sont 3/4 à nous dire qu'ils vivent bien, mais cet indicateur est directement corrélé à la situation que je viens d'évoquer en fonction des revenus, puisque ceux qui, évidemment, sont obligés de se restreindre, ceux qui sont obligés de puiser dans leurs réserves, eux, à ce moment-là, les chiffres s'inversent en grande partie. Ce sentiment du déclassement individuel, il est directement corrélé à la situation financière. Maintenant, quand on a posé la question par rapport à leurs parents, un Français sur 3 seulement fait le diagnostic selon lequel il vivrait mieux que ses parents. 42% affirment qu'ils vivent moins bien, 26% font le diagnostic d'un statu quo. Et là aussi, ce déclassement est directement corrélé à la situation financière. Mais on a évidemment ce diagnostic qui est assez consensuel d'une France qui est en quête de prospérité et qui nous dit, pour près de 7 Français sur 10, qu'aujourd'hui, la France n'est pas perçue, jugée comme prospère. Pourquoi ? Parce qu'elle est perçue, et Jean-Hervé l'a dit dans une interview très intéressante cette semaine, comme de plus en plus inégale. Le sentiment d'injustice partout dans le monde, mais en France, il est évidemment très, très frappant. Le sentiment que l'égalité entre les individus a reculé. Il partage évidemment, et peut-être que cet indicateur va bouger dans les prochaines semaines, la conviction du déclin national. 72% des Français jugent que la France de leurs parents était plus prospère. Mais surtout, et là, même si les bonnes nouvelles que nous amènent les dirigeants qui reviennent de l'étranger et qui disent que le regard sur la France a changé, en tout cas en France, dans le pays, c'est intéressant, ce diagnostic se traduit par la perception d'un recul de la France sur la scène internationale, à peine plus prospère que la Russie et moins que la Chine. Alors pour travailler sur ce concept de prospérité, qui est le thème de vos travaux, nous avons travaillé par une question ouverte. Et c'était extrêmement intéressant parce que nous avons demandé aux Français spontanément comment ils qualifiaient la prospérité. Et ils ont, pour près d'1 sur 2, cité parmi tout ce qu'ils ont cité, la richesse et l'argent. Pour 1/4, le bonheur et la qualité de vie. Ensuite, le confort matériel. Et ensuite, la réussite professionnelle. Et donc, quand on leur a posé ensuite la question qui est, là aussi, au cœur de vos échanges, est-ce que le PIB rend compte ou pas de ce rapport à la prospérité, ils nous disent, à plus d'1 Français sur 2, 56%, non, ça ne rend pas compte, ça rend compte partiellement de la situation de la France aujourd'hui. Quand on leur demande ensuite qu'est-ce qui rendrait mieux compte de leur situation par rapport à la prospérité, d'abord le niveau de chômage, ensuite le pouvoir d'achat,
enfin le niveau de qualité de vie. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils s'accordent sur quelques conditions essentielles pour définir la prospérité. L'emploi, la qualité de l'éducation, l'espérance de vie en bonne santé, l'épanouissement, la répartition des revenus. Vous me direz, ces thèmes sont classiques, ils ne sont pas surprenants. Mais ce qui est surprenant, c'est que, contrairement aux différences sur les autres questions, j'allais dire sur le diagnostic, la quête de la prospérité, elle, est bien un sujet, j'allais dire, de rassemblement pour les Français qui se retrouvent. Et d'ailleurs, ce sentiment aussi, en quelque sorte, qu'on doit pouvoir, pour apercevoir la prospérité, se dire que nos enfants vivront mieux, est aussi un sujet qui fait plutôt consensus dans l'opinion. Bon, peut-être deux remarques, et puis on va tout de suite démarrer, on sera vraiment à l'heure, à 14h, c'était ce qui était prévu. Première remarque, on va évidemment traiter le sujet de la prospérité au niveau mondial. C'est un concept qui traverse les frontières et qui est européen et français, avec un regard évidemment un peu plus que d'habitude sur la France, tout simplement en raison du calendrier. Mais c'est un sujet qui, en réalité, est en France compliqué. Dans quelques années, j'ai sorti un livre qui était sur le positif, le déclin français, mais vu de manière positive, et j'en ai vendu 1/500e du 1/100e, 500 fois moins que le livre de Bavray sur la France qui tombe. C'est pour ça que maintenant, quand je le vois, je m'incline. Et je m'étais aperçu que les phrases les plus déclinistes, le cœur du déclinisme français, naît dans les pages de Chateaubriand. Donc c'est quand même une tradition compliquée, mais une fois de plus, ça n'est pas l'unique sujet bien au-delà de nos 2 jours. Deuxième aspect, faisons attention dans l'utilisation des termes. Nous avons tendance à considérer souvent que prospérité rime ou est très proche de développement durable ou de croissance inclusive. Non, ce que nous avons essayé de donner dans la définition que nous avons donnée est une définition qui est très large et qui touche bien ce que Feld s'appelle l'épanouissement de l'individu, c'est-à-dire toutes les catégories de ce qui permet à un homme ou une femme de se sentir en progression dans son existence. Troisième sujet, je vous souhaite un bon boulot et on va laisser maintenant la place à la session inaugurale emmenée par Philippe Aghion, Sylvie Kaufmann, merci, et puis 3 personnalités mondiales. Merci à eux. Merci.